Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire du CRISE. On est vendredi le 11 mai 2018. Il est midi. Donc, le titre de la présentation est « Comment élaborer un plan de sécurité pour la crise suicidaire ». Donc, mon nom est Réal Labelle, je suis psychologue. Je suis professeur titulaire au département de psychologie et je suis chercheur au Centre de recherche et d'intervention sur le suicide, enjeux éthiques et pratiques de fin de vie à l'Université du Québec à Montréal. Et je suis professeur associé au département de psychiatrie de l'Institut universitaire en santé de Montréal, à l'Université de Montréal. Donc, l'objectif du webinaire porte sur le plan de sécurité pour crise suicidaire, le PSCS, constitue un outil dynamique dans la pratique préventive du suicide. Cette formation vise à habiliter les professionnels en santé mentale à élaborer un plan de sécurité pour crise suicidaire. Donc, nous aborderons ensemble la pertinence et les fondements du plan de sécurité de la crise suicidaire. Je vais voir avec vous les étapes et les éléments d'aide liés au plan de sécurité de la crise suicidaire, les protocoles papier et numériques du plan de sécurité pour crise suicidaire, et je vais vous parler de deux recherches en cours sur le plan de sécurité pour crise suicidaire. La démarche d'apprentissage repose sur un exposé magistral. Je vais vous donner des exemples cliniques et il y aura une période de questions avec vous à la toute fin, environ 10 minutes. À la fin, vous êtes invité à évaluer la qualité du webinaire et à identifier les besoins futurs de formation. Donc, la première partie, regardons la pertinence et les fondements du plan sécurité de la crise suicidaire. Comme vous le savez, le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes au Canada. Au cours des dernières années, la recherche a démontré qu'avant chaque tentative de suicide, il y a presque à chaque fois une crise suicidaire. Cette crise est temporaire et réversible. C'est une donnée très importante. Ce sont des données très importantes à garder en tête. Toutefois, lors de la crise suicidaire, chaque seconde compte pour tenter de calmer cette tension émotionnelle pour qu'il n'y ait pas de passage à l'acte. Auparavant, pour traiter les crises suicidaires et les tentatives de suicide, les intervenants mettaient en place des contrats de non-suicide avec les personnes vulnérables. On demandait ainsi aux patients de s'engager à ne pas tenter de se suicider durant la durée du traitement. Or, cette méthode s'est avérée peu efficace pour atténuer les crises suicidaires et par le fait même les tentatives de suicide et les suicides. Plus encore, cette façon de faire donnait une fausse impression de sécurité légale. Arrivent donc les plans de sécurité pour crise suicidaire qui constituent un outil préventif pour sauver des vies. C'était développé par Barbara Stanley à l'Université Columbia à New York. D'ailleurs, le plan de sécurité de la crise suicidaire est recommandé par un groupe d'experts. En fait, le plan de sécurité pour crise suicidaire permet de cerner la phénoménologie de la crise selon les caractéristiques de la personne. Il suppose aussi d'informer et d'outiller l'entourage et d'axer l'intervention sur la vie avant tout. Comme vous le savez aussi, on ne peut pas empêcher un voleur d'entrer dans notre maison, mais on peut mettre en place un système d'alarme qui avertira les personnes concernées lorsqu'un voleur tentera d'entrer chez nous. C'est ce que nous avons fait à Montréal en mettant en place des plans de sécurité pour les personnes vulnérables dans le but de les aider à reconnaître et à gérer la crise suicidaire lorsque celle-ci survient. Donc, les fondements théoriques du plan de sécurité pour crise suicidaire. Rappelons qu'une crise suicidaire désigne une crise psychique dont le risque majeur est le suicide et dont l'état d'insuffisance des moyens d'adaptation dans un contexte de vulnérabilité, place la personne en situation de souffrance et de rupture d'équilibre relationnel avec elle-même et son entourage. Or, disons-le encore, cet état est réversible et temporaire. C'est pourquoi l'intervenant élabore avec la personne et son entourage un plan de sécurité de la crise suicidaire. Explorons rapidement la dynamique du processus de la crise suicidaire ainsi que les notions de risque et de protection des conduites suicidaires.
Donc, on peut voir par ce tableau le processus de la crise. Donc, vous voyez le temps 1, la période antérieure à la crise. Au temps 1, ce qui va arriver, c'est qu'il y a un événement dangereux qui va arriver et, bon, ça peut être un problème mineur ou majeur. La personne va déployer des mécanismes d'adaptation pour essayer de résoudre le problème. Évidemment, si tout se passe bien, on évite la crise et il y a un nouvel état d'équilibre. L'état d'équilibre peut être lié soit au niveau de fonctionnement supérieur, au niveau de fonctionnement identique, au niveau de fonctionnement intérieur, évidemment, s'il y a une crise. Vous voyez dans la séquence numéro 2, il y a un problème qui va arriver dans l'environnement ou à l'intérieur de soi. On va déployer des mécanismes d'adaptation et les mécanismes d'adaptation sont inadéquats. On peut prendre des mécanismes d'adaptation secondaires. On va résoudre les problèmes, un nouvel état d'équilibre. Ou sinon, il y a des mécanismes d'adaptation qui sont utilisés secondairement, mais sont encore inadéquats. Et là, évidemment, s'il arrive moindrement un facteur déclencheur, donc c'est l'étincelle qui va mettre le feu, il y a une période de désorganisation et évidemment, on tombe en phase aiguë de crise et, règle générale, c'est dans ces circonstances-là qu'il va y avoir des passages à l'acte. Évidemment, par la suite, il y a une réorganisation et un nouvel état d'équilibre. Ce qui est assez important également à garder en tête, un autre modèle qui a été publié dans le Canadian Journal of Psychiatry, que j'ai publié avec le docteur Jean-Jacques Breton. Nous avons émis ce modèle-ci. Vous voyez qu'il y a les facteurs de stress, il y a les facteurs de risque qui vont augmenter la vulnérabilité au stress. Mais par ailleurs, nous avons des facteurs de protection qui vont nous aider à nous adapter, qui vont venir modérer, diminuer le stress et la vulnérabilité au stress. Pour vous donner un aperçu des facteurs de risque et de protection pour les conduites suicidaires, vous voyez que des dimensions individuelles, je les nomme très rapidement, donc événements de vie stressants, déficit en sérotonine, anomalie du volume de certaines parties du cerveau, chez des déprimés, des cognitions dysfonctionnelles, des stratégies non adaptatives, un déficit dans la résolution de problèmes, des troubles mentaux, détresse prolongée, abus d'alcool et de drogue, problèmes d'orientation sexuelle, crise existentielle. Vous avez évidemment toutes les dimensions familiales, violence ou abus au sein de la famille, antécédents familiaux de suicide ou de troubles mentaux, instabilité familiale, conflits familiaux, perte ou séparation. Dimension sociale, évidemment, l'isolement ou l'aliénation sociale, absence de liens significatifs avec autrui. Donc, vous voyez, ce sont les principaux facteurs de risque pour les conduites suicidaires. De l'autre côté, et c'est là que je veux attirer votre attention, c'est les facteurs de protection. Donc, on s'en va de plus en plus vers une psychologie positive ou une psychiatrie positive. Donc, regardons les principaux facteurs de protection. Donc, dans les dimensions individuelles, vous avez un tempérament facile, un bon estime de soi, les gens qui ont une attitude plutôt optimiste, des gens qui ont des raisons de vivre, la réussite scolaire ou ça peut être la réussite professionnelle, des stratégies productives d'adaptation, des habitudes de vie saine, compétences personnelles, spiritualité ou religiosité et tout ce qui est lié aux valeurs. Des valeurs liées à la famille, aux amis, aux études, au travail, à l'entraide et la réussite. Si on regarde maintenant les dimensions familiales, donc il ne faudrait pas oublier l'attachement positif avec un parent, les relations familiales chaleureuses, les adultes présentant un modèle d'ajustement sain, sentiment d'appartenance à la famille. Dans les dimensions sociales, évidemment, nous avons les relations interpersonnelles saines, le soutien social, des expériences scolaires ou au travail positives, un engagement au sein de la communauté et un sentiment d'acceptation par les amis. Dernier élément théorique, je voudrais juste vous montrer ce que nous avons dans la littérature et de plus en plus longtemps à parler d'une psychopathologie de l'agir lorsqu'on parle des conduites suicidaires. Donc, vous voyez que vous avez l'agression à votre gauche qui se divise en deux, l'auto-agression et l'auto-agression. Et règle générale, on va parler, quand on parle d'auto-agression, les variables centrales, de plus en plus, on va parler d'impulsivité puis d'irritabilité dans le cas des conduites suicidaires. Vous comprenez? Ou les gestes auto-agressifs, où on n'est pas capable de bien identifier une intention suicidaire. En revanche, dans l'hétéroagression, souvent on parlait de réactionnel ou de pro
une réaction proactive. Bon, donc ça nous amène maintenant à la partie numéro 2 sur les fameux protocoles papier ou numérique du plan de sécurité de la crise suicidaire. Donc, jusqu'à récemment, ce que nous faisions, c'est nous utilisions du papier pour faire les plans de sécurité. Et vous voyez ici la formule papier. Donc, l'étape numéro 1, je vais le reprendre en détail, les étapes. Sécuriser le milieu, les signes précurseurs, les stratégies d'adaptation de la personne, le soutien personnel, on identifie les amis et les téléphones, les membres de la famille puis les autres personnes. Nous avons le soutien professionnel, psychologue, médecin, psychiatre, médecin généraliste, et les centres de crise et d'urgence. J'attire votre attention sur un aspect très important. Vous allez remarquer qu'à l'étape 3, on fait appel à la personne, d'abord et avant tout. À l'étape 4, c'est le réseau, l'entourage. L'étape 5, c'est les professionnels. Et ensuite, c'est les centres de crise. Donc, évidemment, on sait maintenant assez bien en psychologie qu'on devrait, dans le meilleur des cas, commencer par nous-mêmes régler nos problèmes. Si on n'y arrive pas, on a recours d'abord à notre entourage et après, on va consulter. Donc, on devrait suivre idéalement ces étapes. Donc, ici, vous avez un exemple papier d'un plan de sécurité pour la crise suicidaire. Je vous donne un exemple ici, l'étape numéro 1. On peut parler d'une vignette si vous voulez. Hein? Regardez l'étape numéro 1, sécurisation du milieu de vie. Je n'ai pas accès à des armes à feu ou d'autres types d'armes, on pourrait dire à la maison. Je n'ai pas accès à des médicaments ou des produits dangereux, toujours à la maison. Je n'ai pas pris et ne prendrai pas d'informations sur d'autres méthodes. L'étape numéro 2, signe avant-coureur ou d'avertissement précédant la crise suicidaire. Donc, pour cette personne-là, ce qu'elle nous expliquait, lorsque je suis très fatigué, même si je dors beaucoup, là, si la personne commence à être fatiguée, c'est déjà un signe avant-coureur qu'il y a peut-être une crise qui s'en vient. Lorsque je me sens très angoissé et je me sens abandonné, lorsque je bois du noir sans aucun contrôle possible, et lorsque je vis une angoisse très intense et intolérable. Donc, cette personne-là, on va voir comment on va faire tantôt avec une analyse en chaîne, elle a identifié ces signes avant-coureurs d'une crise. Je pourrais faire une image. En Californie, on attend le prochain tremblement de terre. Oui, bon, on est prêt. C'est un peu le même principe ici. On sait que tout probablement qu'une autre crise peut survenir, mais on tente de voir quels sont les signes avant-coureurs qui vont prédire l'arrivée d'une crise. L'étape numéro 3, stratégie d'adaptation, évidemment, sans recours à autrui. On essaie soi-même de faire face au stress. Donc, la personne nous dit ici, j'adopte une attitude calme et je me dis que ces signes sont des réactions normales. Donc, elle normalise sa réaction. Je m'apaise en jouant à l'ordinateur ou en allant promener mon chien. C'est ce que la personne avait identifié. 3, je renforce ma volonté de vivre par ma foi en mes talents. Donc, elle se rappelle de ses talents. Évidemment, tout ça a été identifié antérieurement. Je brise mon isolement et va vers les autres. J'arrête mon angoisse en écoutant de la musique forte ou en tenant de la glace dans mes mains. Évidemment, on sait que le froid va beaucoup atténuer, va apaiser. L'étape numéro 4, stratégie d'adaptation avec recours aux amis ou à la famille. Donc, j'appelle mon amie Amélie pour me distraire. Son numéro de téléphone est le. Donc, on identifie la personne. J'appelle ma cousine Sophie pour me confier. Son numéro de téléphone est le. J'appelle ma mère Louise pour discuter. Son numéro de téléphone est le. Donc, tout ça se faisait jusqu'à récemment par papier. Hein? Et finalement, l'étape 5, on pourrait dire 5 et 6, c'est les stratégies d'adaptation recours aux professionnels ou au centre de crise. On met le nom du psychologue et son numéro, le nom du médecin généraliste et son numéro, et s'il y a un médecin psychiatre, on met le nom du psychiatre avec le numéro. Vous comprendrez que avec l'arrivée des nouvelles technologies, on peut utiliser maintenant des protocoles numériques. Donc, pour ceux qui ont des iPhones,
et c'est gratuit. Vous pouvez aller dans l'App Store, vous pouvez télécharger l'application Psy Assistance. C'est une application que j'ai eu l'occasion de développer au centre de recherche de l'Institut en santé mentale et on peut faire avec la personne un plan de sécurité pour crise suicidaire d'une façon numérique. L'avantage d'utiliser le Psy Assistance, la version numérique, c'est que on rentre directement les numéros de téléphone dans l'application et la personne qui est en détresse a uniquement à peser sur le nom de la personne et d'une façon automatique, la personne peut entrer en communication avec les personnes concernées. Donc, voilà pour les deux protocoles. Maintenant, et c'est ici que je vais prendre le plus de temps avec vous, c'est de voir comment, étape par étape, et les éléments d'aide pour rédiger un plan de sécurité pour crise suicidaire. Donc, comme je disais, la première étape, c'est de réduire la possibilité de l'utilisation létale de moyens. La deuxième étape, c'est reconnaître les signes avant-coureurs dans l'histoire de la personne, identifier des stratégies d'adaptation sans recours à autrui au départ, socialiser les membres de la famille ou de l'entourage qui pourraient soutenir la personne lors des situations de crise, socialiser évidemment la même chose, les amis, qui peuvent aider pour résoudre la crise, identifier et rejoindre le ou les professionnels en santé pour recevoir de l'aide et identifier et établir des ententes, si possible, avec des centres. Il devrait y avoir un S de crise et d'urgence. Donc, d'abord, débutons avec quoi? Donc, le plan de sécurité pour crise suicidaire offre une liste de stratégies d'adaptation et de ressources à utiliser pour gérer la crise. Ça implique un engagement au traitement et des raisons pour rester en vie. Cette notion d'engagement est centrale dans l'élaboration d'un plan de sécurité. C'est très pertinent, il permet de donner un sens de contrôle à la personne et bien souvent à l'entourage. C'est un document simple qui est bref et il faut se souvenir que ça doit être rédigé dans les mots de la personne. C'est un document qui permet d'identifier les moyens pour composer avec sa souffrance. Donc, comment on fait ça? D'abord, on devrait, idéalement, dans un plan de sécurité pour crise suicidaire, faire ça en début d'intervention. Et tout au long du traitement, on devrait réaménager ce plan au fur et à mesure que le traitement est en cours. Habituellement, on va réaliser le plan de sécurité pour crise suicidaire lors de l'évaluation. Bon, moi, j'appelle ça telling the story à l'évaluation. Et je vais souvent utiliser une ligne de temps où je vais mettre les bons événements en haut et les événements négatifs en bas. Évidemment, on ne fait pas un plan de sécurité pour crise suicidaire lorsque la personne est en crise ou très perturbée affectivement ou cognitivement. En Californie, quand la tempête, la tornade est là, c'est plus le temps de prévoir de solidifier le bâtiment, il faut prévoir avant. Donc, vous comprendrez qu'un plan se fait quand la personne est assez bien portante avant la crise, évidemment. L'intervenant adopte son approche aux besoins de la personne, évidemment en fonction de l'âge, du sexe et de l'entourage. L'intervenant et la personne travaillent ensemble en utilisant la résolution de problèmes et en centrant son attention toujours sur la sécurité de la personne. Et le plan de sécurité de la crise suicidaire, c'est un document écrit. Et on va voir tantôt que c'est signé par toutes les parties puis conservé précieusement. Donc, les obstacles. Évidemment, si c'est dans leur iPhone, c'est parfait parce que la personne l'apporte avec elle. L'application, j'entends. Par contre, si c'est écrit, bien souvent, on va le mettre sur un papier pour que la personne le traîne soit dans son porte-monnaie, soit dans son pack-sac. Après ça, on va regarder avec la personne quelle est la probabilité qu'elle va utiliser ce plan de sécurité
lorsque les signes avant-coureurs vont être identifiés. Donc, on essaye de voir les obstacles qui pourraient faire que la personne n'utilise pas. Évidemment, on va identifier ces obstacles-là. On aide la personne à trouver des façons de surmonter ces obstacles. On adapte le plan comme un aide-mémoire. Hein? Utiliser les téléphones cellulaires ou autres appareils portables doit être facilement accessible. On peut le mettre sur un babillard, on peut le mettre sur le frigo. Donc, ici, je vous donne d'autres éléments qui peuvent vous aider. On va utiliser l'analyse en chaîne pour essayer d'identifier les signes avant-coureurs. Donc, vous voyez ici, on fait des chaînes, ce sont des anneaux, et on va demander à l'individu d'abord, est-ce que vous avez déjà été en crise? Si oui, on prend la crise. Si c'est une tentative, on va prendre la tentative. Et ce qu'on va essayer de voir, c'est tout ce qui s'est passé quelques minutes ou la demi-heure ou l'heure avant la crise. Si la personne n'a jamais fait une crise, on peut utiliser la notion de colère. Avez-vous déjà été en colère? Qu'est-ce qui s'est passé dans les minutes, la demi-heure ou l'heure avant que la colère arrive? Y a-t-il eu un événement déclencheur? Qu'est-ce qui s'est passé cognitivement, comportementalement, affectivement? Et quel était le comportement problématique et les conséquences? Donc ici, j'ai une autre vignette clinique, un exemple. J'ai pris Véronique de 15 ans. Donc, prenons les éléments et regardons la chaîne. D'abord, Véronique a une altercation avec son petit ami de cœur. L'ami de cœur verbalise, a des verbalisations suicidaires. Véronique se dit cognitivement dans sa tête, ma mère faisait la même chose quand j'étais petite. Quand je me chicanais avec elle, elle me faisait des menaces qui étaient pour se suicider. Deuxième chose, émotion. Évidemment, Véronique commence à être tendue, devient anxieuse. A, action, première prise de médicaments pour se calmer. Elle se dit, ben, je vais me prendre mon anxiolytique. C'est ce qu'on m'avait suggéré de prendre. Un autre événement. L'ami de cœur l'insulte. Dire, on sait bien, tu n'es pas capable de gérer tes affaires. De toute façon, toi aussi, tu devrais te suicider. Donc, quelle action va arriver chez Véronique? Véronique devient encore plus paniquée, prend deuxième action, deuxième prise de médicaments. Finalement, l'ami de cœur s'excuse puis quitte le domicile de Véronique. Quelques heures plus tard, autre événement, l'ami de cœur poste sur Facebook des messages d'insultes à Véronique et laisse croire qu'il a pris des comprimés. Il simule qu'il a fait une tentative de suicide. Réaction émotionnelle de notre Véronique, elle a honte. Finalement, cognitivement ou dans sa tête, elle se dit, ben, peut-être finalement qu'il a raison. Il se peut fort bien que je ne vaux pas la peine. Action, troisième prise de médication. Et là, il y a une intention suicidaire. Donc, on voit la gradation des événements, des cognitions, des émotions, du comportement ou des actions. Et évidemment, on va regarder dans notre plan de sécurité à quel niveau on aurait pu intervenir dans la chaîne pour freiner l'escalade. Pour vous donner également d'autres éléments d'aide, vous pouvez avoir recours à des échelles. Avec les adolescents, souvent, on va utiliser des échelles de Friedenberg pour avoir une idée des stratégies d'adaptation. Vous voyez des stratégies productives, donc résoudre des problèmes, travailler fort, se centrer sur le positif, se détendre, des activités physiques, aller rechercher de l'aide, aller entretenir des relations avec ses amis, investir ses amis, de l'aide spirituelle et tous les éléments non productifs. Donc, vous voyez, on peut utiliser des échelles pour nous aider et c'est la même chose avec ici des grilles de soutien social. Ici, j'ai pris le Sarrason pour essayer d'identifier soit des ressources instrumentales, des ressources disponibles pour aider. Bon.
Un autre élément d'aide pour faire votre plan de sécurité pour crise suicidaire, c'est la notion de validation. Évidemment, quand vous faites votre plan, il se peut bien que les gens se braquent un peu. Donc, je vous donne des éléments pour vous donner un coup de main qu'on utilise souvent en relation d'aide ou en intervention clinique lorsque les gens se braquent. Donc, la première chose, vous savez, on a deux oreilles puis une bouche. Ben, on a deux oreilles, on devrait plus écouter que parler. Donc, on écoute beaucoup et on a deux yeux également. On devrait beaucoup observer chez l'autre qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est en train de faire le plan de sécurité pour crise suicidaire. Deuxième élément, nous devrions faire des reflets justes, c'est-à-dire avant toute chose, d'intervenir ou de donner notre opinion, d'abord de bien s'assurer qu'on a bien entendu, qu'on a bien compris, avec justesse, quelles étaient les émotions, les pensées et les comportements de l'autre. Le niveau numéro 3, on devrait essayer de lire entre les lignes. On pourrait parler de reflets avancés. C'est-à-dire, on devrait dire, pourrait-il que ce que tu voulais me dire, ou ce que tu ressentais, ou ce que tu as fait, c'était ça. Évidemment, ça va nous aider, encore une fois, pour notre plan. Évidemment, le niveau 4, on va valider en fonction de l'histoire de la personne. Donc, évidemment, si la personne a une histoire, je donne un exemple, d'abus physique, on peut comprendre la réaction aujourd'hui, même si la réaction n'est pas appropriée aujourd'hui, on peut comprendre son comportement en fonction de son histoire passée. Finalement, le niveau 5 de validation, c'est ce qui se passe présentement. On va essayer de comprendre le comportement en fonction d'aujourd'hui. Et finalement, le niveau 6, c'est d'accepter l'autre d'une façon radicale. Donc, évidemment, si vous avez de la difficulté à faire le plan, si vous utilisez des stratégies de validation, ça peut beaucoup vous aider. Les recherches en cours, partie numéro 4. Actuellement, le plan de sécurité pour crise suicidaire fait l'objet d'une étude prospective multicentrique contrôlée randomisée qui est menée par le professeur Guillet, moi-même et une équipe. En France, actuellement, on évalue l'efficacité du plan avec prise en charge usuelle, c'est-à-dire on l'utilise dans un contexte d'une thérapie cognitivo-comportementale axée sur le plan. Et on a un groupe de comparaison qui est le traitement ASIO-jour. Évidemment, tout ça, c'est pour éviter une récidive d'une tentative de suicide. Tous les jeunes qui participent à la recherche ont déjà fait une première tentative. Les objectifs secondaires, c'est de s'assurer qu'il y a une observance du plan de traitement, qu'il y a un changement des stratégies d'adaptation, puis qu'il y a un changement au niveau du soutien social. Bon, très rapidement, vous dire, c'est randomisé, c'est stratifié pour tenir compte de certaines variables. On s'attend à voir au-dessus de 300 patients. On est déjà rendu à plus de 100 patients. Il y a déjà 8 centres qui participent, donc 4 centres hospitaliers universitaires et 4 centres hospitaliers dans la communauté. Bon, c'est durée de période d'inclusion 2 ans, durée de participation de participants 1 an, et la recherche va porter sur 3 ans. Également, une autre étude qui est terminée et on est en train de publier les résultats, c'est avec Dr. Jean-Jacques Breton, moi-même et une équipe. Nous avons administré la version papier auprès de 50 adolescentes et 17 adolescents de 13, 14 ans et 15, 17 ans, et on a tous les profils des jeunes en fonction des plans de sécurité. Donc, en conclusion, ce qui est important de retenir, c'est que le plan de sécurité pour crise suicidaire, c'est un outil dynamique qui peut sauver des vies. Vous savez, si c'est bien fait, les minutes comptent. Évidemment, si la personne a recours au plan de sécurité et l'entourage, ça peut faire une grande différence.
Le deuxième point que j'attire votre attention et à garder en tête, c'est que le plan de sécurité pour crise suicidaire s'inscrit dans une approche scientifique. Évidemment, le contrat de non-suicide, comme j'expliquais en tout début, c'est un peu une attrape. Je peux pas vous promettre qu'il n'y aura jamais de feu chez moi. D'ailleurs, peut-être qu'il est pris. Par contre, ce que je peux faire, puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai une assurance maison et évidemment, j'ai des bons voisins que je suis certain que si le feu prend, vont appeler la sécurité publique. C'est exactement ce que va faire un plan de sécurité. C'est une police d'assurance si le feu prend. Et c'est ce qu'on va expliquer aux gens et à l'entourage, c'est de dire, si le feu prend, vous êtes équipé rapidement pour gérer le feu. Évidemment, le troisième point à retenir de cette présentation de webinaire, c'est que l'identification des facteurs de protection, notamment les stratégies d'adaptation et le réseau de soutien socio-familial, est très important en prévention du suicide. Je rajouterais même que peut-être un des plus beaux cadeaux que vous pouvez vous faire et faire aux autres, c'est de vous trouver un médecin de famille qui a la clé, le passe-partout pour ouvrir de la santé, pour ouvrir les services de santé et éventuellement identifier d'autres professionnels de la santé pendant qu'on est bien portant pour être prêt quand la crise va arriver. Finalement, à garder en tête, les facteurs de risque et de protection vont venir modérer la réaction aux événements stressants. Vous vous souvenez, dans le modèle, je vous ai expliqué, les facteurs de risque vont augmenter, mais les facteurs de protection vont venir modérer et atténuer le stress lié aux problèmes de santé, ici en l'occurrence aux conduites suicidaires. Donc, s'ouvre une période de questions avec vous. Je vais prendre des questions. J'ai préféré faire une présentation plutôt brève afin de faire du sur-mesure avec vous pour répondre à vos questions. Peut-être un élément que j'ai peu abordé, mais que je tiens à souligner avant de passer aux questions, il est très important de vous dire que une fois que le plan a été élaboré, en bonne partie, on va rencontrer, on fait venir les parents ou les personnes identifiées, les amis, ça peut être les professeurs, ça peut être les sœurs, en séance, un peu comme chez un notaire, pour faire signer le plan. C'est la même chose avec le médecin de famille ou les médecins psychiatres. Ils sont contactés et, règle générale, ils vont s'engager à respecter le plan. C'est la même chose pour l'étape numéro 6. On va faire une entente habituellement écrite avec les centres de prévention et tout le monde repart avec une copie du plan de sécurité. Donc, voilà, je vous remercie de votre attention et je prends vos questions. Pour l'instant, l'application est uniquement en français et sur Apple. Tout probablement, on est en attente de fonds et j'ai bon espoir que nous allons avoir ces fonds et d'ici l'an prochain, d'ici la fin de l'année de l'an prochain, on aimerait mettre tout en anglais et tout soit converti en Android et que ça soit gratuit. OK, peut-être juste me répéter? Oui, l'application est 17 ans et plus. Donc, l'application est indiquée pour 17 ans et plus. Est-ce possible de l'utiliser pour... Est-ce possible de l'utiliser avec des ados plus jeunes? Oui, vous pouvez l'utiliser avec des ados plus jeunes. Évidemment, si on parle, parce qu'il y a deux étapes de l'adolescence. Il y a la première période de l'adolescence qui est de 11 à 13 ans. Je vous dirais, faites un peu plus attention parce que les adolescents ont plus de difficultés à mentaliser à cet âge-là. Donc, souvent, il faut être plus proactif, hein, pour demander. Et évidemment, de 11 à 13 ans, on est plus proche des parents, je vous dirais, ou de la famille. Et évidemment, quand on tombe dans l'autre catégorie de l'adolescent de 14, bon, plus à 17 ans,
bien évidemment, ils mentalisent plus, mais souvent, c'est le réseau, hein? C'est les pairs, c'est la gang. On va avoir plus la gang à ce moment-là. Possible de discuter la contamination du suicide dans une école, comment le contrer? Après le suicide d'un élève. Évidemment, là, vous m'amenez dans un autre sujet qui pourrait faire l'objet d'un autre webinaire. Et probablement, la personne qui s'est le plus intéressée à ça, c'était Michel Tousignan, qui est professeur maintenant associé aux crises, qui a pris sa retraite. Qui pourrait probablement beaucoup mieux répondre à votre question. Toutefois, on pourrait très bien utiliser le plan de sécurité pour crise suicidaire une fois qu'on a dépisté ou repéré, peut-être le meilleur mot, ce sera repérer ces jeunes-là. Mais évidemment, il faut faire attention parce que on pourrait peut-être juste parler ici de plan de sécurité, peut-être je dirais pas de la crise suicidaire, parce que si ces jeunes-là n'ont jamais vécu de crise, il faudrait peut-être pas leur mettre en tête qu'ils peuvent aller en crise suicidaire. Ils peuvent peut-être aller en crise, mais que ce soit pas une crise suicidaire, vous comprenez. Donc, on pourrait utiliser un plan de sécurité, mais vous comprendrez qu'un plan de sécurité, c'est quand même assez exhaustif à faire. Hein, bien sûr. Il faudrait peut-être réfléchir, je l'ai jamais fait, à peut-être voir qu'on peut peut-être faire des plans de sécurité, mais pour une école ou pour une classe. Et ça pourrait faire l'objet d'une belle recherche. Ou de s'asseoir avec des intervenants et de voir comment on pourrait développer ça pour peut-être pas une personne, mais pour une institution. Une autre excellente question, donc est-ce qu'on peut adapter le plan de sécurité pour crise suicidaire pour des populations particulières, notamment pour des jeunes qui présentent un trouble du spectre de l'autisme, hein, ou TDA, si j'ai bien compris. Non, juste du spectre de l'autisme. Bon, évidemment, encore une fois, on a notre spécialiste ici, qui est Cécile Bardon, qui a d'ailleurs développé une échelle qui sûrement pourra beaucoup mieux répondre sur, comment bien adapter un plan de sécurité pour la crise suicidaire. Et ça aussi, ça pourrait faire l'objet d'une excellente étude de voir comment l'adapter. Donc, vous voyez déjà un peu mon élément de réponse un peu évasif, je suis désolé, mais ça n'a pas été pour l'instant pensé pour ce type de clientèle. Mais éventuellement, on pourrait probablement voir comment on pourrait le rendre encore plus user-friendly, plus convivial, peut-être par des icônes, ou voir comment on pourrait l'utiliser. Donc, c'est important de vous dire qu'il y a eu 2 webinaires cette année faits par le professeur Cécile Bardon qui portaient justement sur l'évaluation du risque suicidaire et l'intervention auprès de cette clientèle. Et vous pouvez télécharger ces webinaires-là qui ont été enregistrés sur la plateforme du CRIS. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai mis des références ici. Donc, d'abord, vous avez la conférence de consensus qui a eu lieu à Paris en 2000 sur la crise suicidaire, reconnaître et prendre en charge. Si vous voulez aller plus loin sur les facteurs de risque et de protection, ici, chez les jeunes, allez dans le Canadian Journal of Psychiatry, c'était publié en 2015. Vous allez sur les facteurs de risque et de protection. Également, vous avez un chapitre de livre qui était paru dans le livre L'énigme du suicide à l'adolescence. Des conduites suicidaires. J'ai aussi eu l'occasion de publier un chapitre de livre sur l'application Psy-Assistance sur le plan de sécurité pour crise suicidaire. Vous avez aussi un bon article qui a été publié dans Perspective infirmière
sur le plan de sécurité qui vous montre également comment faire le plan de sécurité. Et vous avez l'article, je dirais, incontournable de Barbara Stanley, qui a été écrit en 2009, qui présente dans le Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry le plan de sécurité. Donc, on voit que quand même, c'est sérieux. Voilà. Est-ce que nous avons d'autres questions? Bon, j'espère que je vais être fidèle avec la question qui vient d'être formulée. Ce que j'entends, c'est est-ce qu'un plan de sécurité peut également être utile pour le volet davantage physique pour prévenir une crise suicidaire? Évidemment, je pense qu'on réfère ici à toutes les études plus en biologie sur le stress, hein, que ce soit le cortisol et tous les effets, l'adrénaline, sur le cerveau. Donc, vous comprendrez, et je trouve que c'est une très, très bonne une question. Évidemment, actuellement, on table davantage sur un plan de sécurité avec des éléments psychologiques pour voir la crise venir. Il n'est pas dit, et encore une fois, ça pourrait être l'objet de travaux absolument fascinants et passionnants, d'utiliser d'autres types de mesures. On pourrait probablement, je pense il y a une application qui a été faite sur le stress, on pourrait probablement utiliser des mesures peut-être plus physiologiques pour évaluer soit le stress via de la salive, peut-être au niveau électrodermal, ou une autre façon de faire pour voir qu'est-ce qui se passe en amont avant qu'il y ait une crise. Parce que le but de tout ça, vous comprendrez bien, c'est que on veut voir qu'est-ce qui vient avant la crise pour se préparer à la crise. Donc, probablement que des travaux menés comme le professeur Sonia Lupien sur le stress, avec plusieurs mesures physiologiques et biologiques, pourraient probablement nous aider également pour identifier d'autres signes avant-coureurs plus biologiques pour dire qu'il y a une crise qui s'en vient. Oui, donc la question, c'est qu'un jeune de 12 ans a déjà fait une tentative de suicide il y a quelques mois. Il se retrouve hospitalisé, si je comprends bien, ou a été hospitalisé pendant une semaine, se trouve en centre jeunesse. OK. Vous savez, il est jamais trop tard pour prendre une police d'assurance pour sa maison. Il est jamais trop tard de faire un plan de sécurité. Et j'irais même plus loin. Dans ma pratique actuelle bon, ça fait déjà presque 30 ans que j'interviens à toutes les semaines comme psychologue. Je me souviens pas, dans les 15 dernières années, d'avoir suivi quelqu'un où je soupçonnais un risque suicidaire, de l'avoir pris en charge si je n'avais pas un plan de sécurité. Pour moi, c'est quelque chose de capital. Ce serait la même chose que pour vous acheter une maison. J'espère que si vous achetez une maison ou vous, je sais pas, vous en allez vivre en appartement, qu'automatiquement, vous prenez une police d'assurance feu. Ça devrait être automatique. Ben, pour moi, ça devrait être automatique à chaque fois qu'on travaille avec quelqu'un, qu'on soupçonne qu'il y a un risque suicidaire, d'une façon automatique, il devrait avoir un plan de sécurité formulé. Même si c'est plusieurs mois par après. Même si c'est plusieurs mois après. Et même si vous n'en avez jamais fait et que vous suivez la personne depuis 6 mois et que vous voyez qu'il y a une évolution soit de la pathologie ou d'un état de détresse ou que d'autres événements de vie qui arrivent que la personne ne va pas, vous devriez automatiquement formuler un plan d'intervention de la crise suicidaire. Vous savez, une fois qu'on a un plan de sécurité, habituellement, ça calme beaucoup le jeu pour la personne devant nous, pour nous-mêmes et pour l'entourage. Dans le fond, c'est un paramètre, c'est une balise, un cadre qu'on se donne pour travailler. Donc, est-ce qu'il y aurait une façon d'intervenir pour les jeunes vulnérables
qui n'ont pas présenté de crise ou on ne pense pas qu'il va présenter de crise. Bon. Actuellement, au Canada, il y a un programme de premiers soins en santé mentale qui est offert par la Commission de la santé mentale du Canada. Donc, je peux vous référer à ce programme-là qui est un programme australien qui a été validé et qui est très bon et qui, d'ailleurs, fait l'objet d'une évaluation de programme en cours au CIUS de l'Est de Montréal. Par ailleurs, je pense qu'on peut prendre le plan de sécurité et enlever le bout pour crise suicidaire, là, et vous pourriez l'adapter. Tantôt, je vous parlais de colère, où ça pourrait être toute forme d'acting out, de passage à l'acte. Vous comprenez? On pourrait s'asseoir, peut-être, bon, on peut le faire d'une façon formelle, mais on peut le faire d'une façon non formelle. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai montré le modèle de la psychopathologie de l'agir. Je voulais vous montrer, je peux y revenir. On pourrait l'utiliser pour prévenir. J'y arrive, ça ne sera pas long. Des passages à l'acte. On pourrait identifier voilà. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai mis hétéroagression ou auto-agression, mais ça pourrait être, par exemple, je ne sais pas moi, un jeune qui fait des colères puis qui casse des objets. On pourrait s'asseoir avec lui, faire une analyse en chaîne pour voir quels sont les événements et les éléments dans la chaîne qui ont amené un passage à l'acte. Donc, à quoi il pensait, quelles étaient ses émotions, quels étaient les événements avant qu'il y ait eu un passage à l'acte. Donc oui, nous pourrions le faire. Donc, la question, c'est de dire si on a une personne qui nous consulte ou qui de notre entourage qui nous parle de dépression, est-ce qu'on doit lui demander s'il y a des idées suicidaires? Et le fait de lui demander, est-ce qu'il n'y a pas un danger de lui mettre cette idée en tête? Les travaux en suicidologie, d'abord, nous renseignent que on est mieux de poser la question directement à la personne, mais il faut contextualiser à qui on a affaire et dans quel état la personne se trouve. Évidemment, demandez ça à un enfant de 6 ans, vous comprendrez qu'il ne comprendra même pas c'est quoi le mot suicide. Hein? D'ailleurs, là-dessus, je voudrais faire un excellent livre de Boris Cyrulnik qui parle quand un enfant pense à la mort. Quand un enfant pense à la mort. Donc, probablement, avec un enfant de cet âge-là, on est mieux à travers le jeu, à travers des marionnettes, à travers le dessin, de voir si l'enfant pense à la mort, s'il pense à se tuer. Lorsque on s'en va plus vers l'adolescence, quand je disais de 10, 11 à 13 ans, qui ont de la difficulté à mentaliser, on est probablement mieux à travers une activité, aller jouer dehors, jouer au hockey, jouer dans une activité avec le jeune, à travers une médiation, demander au jeune s'il est tellement déprimé qu'il pourrait faire qu'il se tue. Bon. Et évidemment, avec les adolescents plus vieux ou avec les adultes, ben là, on peut directement passer à la question si la personne a des idées de se tuer. À la limite, on pourrait dire tuer les autres aussi, un homicide, vous comprenez? Mais tout ça doit se faire dans un lien avec l'autre, dans un lien chaleureux. Hein? Et évidemment, je dirais ce qui devrait suivre, à mon avis, c'est ensuite regarder les raisons de vivre. Hein? Pourquoi il y a ces idées-là, puis surtout, pourquoi il est en vie, hein? Puis les pour qui. Pour qui il est en vie. Hein? Puis on essaie de trouver les raisons de vivre par la suite. Mais encore avec la même question qu'un jeune, est-ce que le fait de lui demander s'il y a des idées suicidaires, un jeune adulte, peut lui donner l'idée de le faire? Vous savez, les études tentent à nous démontrer, puis encore plus avec tous les réseaux sociaux, hein, les jeunes ne sont pas dupes. Hein?
ils ont été sur Twitter, ils ont été sur Internet, ils sont informés via leur père. Ils savent c'est quoi le suicide. C'est dans la manière qu'on fait, vous me suivez, qui est important. Peut-être, et à moins qu'il y ait d'autres questions, mais je veux juste rajouter un élément important. Et peut-être c'est à ça que les gens ont pensé en me posant ces questions-là. C'est que les études tentent à démontrer que rentrer dans une école et aller faire la promotion ou de poser les questions directement aux jeunes dans les écoles est plus à bannir maintenant parce qu'on se rend compte que les interventions qu'on donnait dans les écoles étaient plutôt banales pour les jeunes qui étaient assez suicidaires. Donc, ce que la communauté scientifique propose, ou les guidelines puis les bonnes pratiques, vont davantage montrer qu'on doit plutôt dépister les jeunes qui sont suicidaires et les sortir des groupes classes pour leur offrir une intervention ou promouvoir des programmes d'intervention sur la dépression. Voilà. Donc, la question du psy-assistance, est-ce qu'avec le psy-assistance, on peut utiliser le numéro 1866 appel ou les lignes d'urgence? Bien évidemment. Actuellement, ce qu'on peut faire, c'est dans la programmation, on rentre le numéro de téléphone dans l'onglet et automatiquement, on pèse sur ce bouton-là d'une façon automatique. Évidemment, notre idée d'ici les prochaines années, ce serait d'avoir des ententes probablement avec des CPS ou des trucs d'urgence parce que vous savez, on a la possibilité avec le psy-assistance de la géolocalisation des personnes et on aurait même la possibilité de faire ce qu'on appelle en anglais, excusez l'anglicisme, le corps place, on appelle dispersif, où on pourrait peser sur un bouton d'urgence et parler à 3 personnes en même temps. Tout ça a été monté sur le psy-assistance. On ne l'a pas rendu disponible actuellement parce qu'on l'a mis grand public, mais éventuellement, toute la plateforme est montée, on a fait les tests et on pourrait l'utiliser au niveau plus des institutions, au niveau professionnel. C'est sur notre table à dessin, on va y travailler dans les prochains mois et années. Donc, ça termine le webinaire. Je vous remercie infiniment de votre attention et ça me fait grand plaisir de réaliser ce séminaire avec la collaboration du CRISE et j'aimerais particulièrement remercier des membres du CRISE qui sont Luc Darvis, Benoît Martel, Steve Carrière et Catherine Goulet-Cloutier. Donc, merci bien. Au revoir.